Alors bonjour la tribu Happy, c'est Guillaume du blog mespremiersruches.com. Je me trouve à Lyon actuellement, vous pouvez voir là différents éléments et notamment la gare de la Part-Dieu qui est en train de finir sa construction et je vais aller à Paris pour aller voir un rucher. Oui, vous m'avez bien entendu, je vais à Paris pour aller voir des ruches. À tout de suite. Alors je vais aller rendre visite à l'école d'apiculteurs urbaine. Ils ont plusieurs ruchers dans le centre de Paris et je vais vous montrer leur rucher et je vais vous faire rencontrer Walid, un des responsables de ce rucher. Oui. On ne peut pas avoir trop de ruches, c'est pas possible. Sinon. C'est clé. Ok. Dedans. Et une dedans aussi. Ah oui, mec. Une ruche, un peu plus de démonstration. Comme Oui. ça, il y a des vitres sur les côtés. Elle est en chaîne, hein. C'est une excellente ruche. Oui, mais je vois ça. Ne serait-ce que là. Pardon C'est la construction que je trouve magnifique. Ah. On appelle ça, c'est des tenons. C'est tenons, ouais. Oui. Tenons et mortaise. Oui. C'est ça qu'il faut, hein. Si tu veux avoir la bonne qualité. Oui, mais c'est surtout l'arrondi en fait. Ouais, Généralement, je l'arrondi, vois des angles. Mais ça, c'est du cryptomérien, hein, tu le sais. Hein. C'est pas du. Il y a C'est un bois chien léger. et ok. C'est un bois léger. Oui, t'as raison, c'est joli. Les autres sont carrés, là, il les arrondit. Tu n'avais pas remarqué, ça. Donc là, on se trouve dans le lieu de formation de l'école d'apiculture urbaine. C'est ça. C'est le nom officiel. L'école d'apiculture urbaine, c'est ça. Avec chaque année, tu formes combien de personnes, Walid? Actuellement, ben là, il y a deux groupes de 7 et un groupe de 5, donc 14, 15. Ouais, c'est ça, à peu près une vingtaine. Une vingtaine de personnes, d'accord. Une personne par année. Avec 1, 2, 3, 4. Ils ne sont pas tous en même temps là, hein. C'est des groupes maximum. Nous, notre groupe taille idéale, c'est 5 personnes. D'accord, 5 personnes. Bon, après, quand il y a une pression, allez, on rajoute parfois une ou deux, mais on ne peut pas avoir trop de personnes pour apprendre pour une ruche. Avec les mâles qui sortent. Et tu penses que c'est cette ruche qui vient d'essaimer? Oui, parce que c'était la plus développée. D'accord. Donc c'était elle qui a dû partir. Si tu veux en ouvrir une, on va plutôt ouvrir une de ces deux-là. Oui, très bien, avec plaisir. Moins nombreuses, et celle-là en premier, celle-là en deuxième, et troisième, quatrième, voilà, c'est ça. Puisqu'on reçoit, nous, une division d'un autre rucher. Elles arrivent comme ça, et ensuite elles sont enruchées. En enrichissement dans les grandes ruches. Je ne sais pas si tu as remarqué, on utilise comme ruchette des nouvelles ruchettes en polyuréthane. Oui, c'est ce que je voyais avec Ouais, c'est formidable ça. Ça marche très bien. C'est solide. les Le bicoyers. thermique, c'est parfait. Ouais. Tu fais une division, après tu fais une division d'une division. Ça fonctionne vraiment très bien. Ben, ça, c'est une division qui est restée sur le côté parce qu'apparemment la reine a dû avoir un souci. Donc c'est là où la petite boîte que tu as vu tout à l'heure. Oui. J'ai mis récemment il y a 2 ans. Une nouvelle reine. L'autre, je ne sais pas ce qui est arrivé. Ils ont dû vouloir la changer ou je sais pas quoi, ou il y a eu un souci, mais ils n'ont pas pu la changer. Oui, donc tu peux mettre en plastique 4, tu peux en mettre 3, avec une zone de partition. Si on ouvre, voilà. Donc une petite colonie qui se développe là. J'ai mis une reine, j'ai pas vérifié ce que ça donne, mais je les laisse tranquilles pour l'instant. C'est marrant parce que quand la reine est là, elle devient tout à coup plus paisible. J'aime beaucoup voir toutes ces abeilles qui mettent la tête vers le haut, qui observent. Ouais. C'est pour ça que nous on n'utilise presque pas l'enfumoir, hein. Ah oui. Vraiment si c'est indispensable. La plupart du temps on y va doucement et ça nous permet de voir les abeilles comme tu les vois maintenant. Tu as vu une petite tête, regarde, c'est pas mignon ça? Ouais. Les picoyettes, très bien. Donc là je les laisse tranquilles parce que je laisse la reine que j'ai mise il y a pas longtemps commencer à travailler. C'est bon? Oui, c'est bon. Il reste encore du sirop, donc c'est bon. C'est très léger. Hein. Ça a l'air très léger. Ah, c'est léger, hein. C'est léger, mais par contre c'est dur comme du bois. Hein. D'accord. C'est pas du polystyrène normal. Hein. Le polystyrène normal, les abeilles arrivaient même à grignoter, tu sais. Ouais. Mais ça, non, ça c'est du très bon
du polyuréthane, qu'on appelle, ou du polypropylène, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et ça permet donc d'avoir une situation thermique à l'intérieur de la ruche exceptionnelle. Bon, c'est parfait, c'est excellent. Alors, on n'a plus beaucoup de retard parce qu'il pleuvait tous les jours. Mais normalement, il y a un abreuvoir ici que je refais tous les ans. Cet abreuvoir, tu vois, est entouré d'un anneau avec de la toile de jute que je n'ai pas refait cette année parce qu'il pleuvait tout le temps. Mais sinon, ça permet aux abeilles. Ça, c'est la toile de jute. Ouais, c'est du polystyrène, donc ça flotte. Et ça permet aux abeilles, tu vois, de venir se poser pour boire. Ça fait non pas se noyer, quoi. Donc c'est très utile en fait. Et puis normalement, je mettais plein de lentilles vertes, ces petites lentilles vertes autour. Des lentilles. Les enfants, ça va, hein. Oui, t'inquiète pas. Ils font leur vie. Et bon, ok. Donc voilà, donc j'ai pas refait l'entour cette année parce qu'avec la pluie, je vais côté. Mais on va s'y mettre là. Je suis en train de tout revoir et tout refaire. Alors tu vois, les abeilles se posent et vont sucer la toile de jute, ce qui leur permet donc de boire sans s'approcher trop de l'eau, quoi. Oui, une sorte de capillarité qui se fait. Exactement, par capillarité, ça remonte. Voilà. Alors cette année, on voulait même innover, parce qu'on a acheté un support qui a de cette taille-là, qui est rond comme ça, et qui fait jet d'eau. Ah oui. C'est ce qu'on voulait faire cette année. Et c'est ce qu'on fera maintenant que le beau temps est revenu, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il est revenu. Alors par contre, si tu veux voir, moi on va ouvrir celle-ci. Alors, ce sont des ruches que je nourris encore. C'est ce qu'on a fait ces derniers temps, parce qu'il pleuvait sans arrêt. On nourrit comme ça. Je suis toujours surpris à chaque fois dans la ruche, tu sais, les changements de couleur entre des abeilles qui sont vraiment jaunes et d'autres qui sont certaines plus foncées. Bah, en fait, c'est avec les mâles. Voilà, parce qu'en fait, ce sont des demi-sœurs. Hein. Voilà. Et ça étonne toujours. Donc ça, c'est des nourrisseurs qu'on utilise, nous. C'est une nourrisseur anglais. D'accord. Ça marche très bien. Avant, on avait des nourrisseurs en bois, mais c'est pas. Donc là, alors nous, ce qu'on utilise toujours, c'est un support pour permettre les choses par terre. Ça va nous permettre de ne pas poser les choses par terre. Là, tu vois, je mets ça, ça aussi. Là, j'évite de poser sur le sol. Là, on va ouvrir la ruche elle-même. Ce sont des petites abeilles qui ont se piéger. On peut piéger par le fermer comme ça. On y va toujours très doucement. Et on va voir si on n'a pas besoin en fumoir. Cette huile, tu vois, elle est sur le point de mériter une hausse. Hein. Oui. Ouais, avec la construction. Construction en haut, la population. Ouais, c'est un signe que. Et là, t'as une partition ici. Non, ça c'est oui, une partition, pas une partition chaude que j'ai mise là. Mais en fait, elles se sont développées très vite. Tu vois, ça redémarre dès que ça a été fait du boutons. Oui. Là, sur blanche. Non. Elles sont adorables, elles sont calmes. Oui. Je sors un cadre ou c'est pas peine ou tu me dis. Hein. Ouais, plaisir. Avec plaisir. Pareil, on essaie de se passer de l'entonnoir. Hein. L'entonnoir, elles sont calmes. Pas de raison de les intoxiquer, de nous intoxiquer en même temps.
bien développés. Et il y en a une qui est en compte, on est pas de soucis, c'est flagrant. Ça, c'est un Ouais, partout. cas tout récent, ça, qu'ils ont construit. On va sortir un deuxième, si tu veux. C'est marrant, ils sont mis à gauche, mais le couvain, il y a pas Oui. de problème. Voilà, elle ramène beaucoup de problèmes et tout. Les réserves, dernièrement, elles souffraient parce qu'elles n'arrivaient pas à aller chercher du Ouais. guitare. Voilà, on peut pas, Non, c'est bon, merci. voilà les petites abeilles parisiennes. C'est toujours étonnant de voir le nom apiculture urbaine. Bah oui, puisque il n'y a pas de pesticides ici, hein, n'oublie pas. Hein. Oui. Donc les gens viennent. Bah, les CA, oui, avait fait un article dessus en disant est-ce que le miel de ville est meilleur que le miel de campagne? Il n'est pas nécessairement meilleur, puisqu'ici il y a des Pas fleurs, meilleur. il y a des fleurs aussi, donc c'est le miel de fleurs. Hein. Par contre, il ne risque pas d'y avoir de pesticides dans le miel de ville. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas. Il y a fait. Et une plus grande Ici à variété Paris, ça fait à florale peu aussi. près une quinzaine d'années qu'il n'y a plus de pesticides. Hein. Oui. On n'utilise pas. Hein. Alors que si tu ramènes un miel de la campagne, il y a forte chance pour qu'il y ait des pesticides, évidemment. Donc voilà, elles sont trop mignonnes, non? Ouais. Je vais quand même retirer un peu ces trucs-là. Je vais me venir à la fermeture. C'est ce que j'essaie d'expliquer un peu dans mon cours. Donc, il y a toujours un enfumoir qui est prêt. Hein. Mais on peut travailler sans enfumoir. Pas trop. Hein. Enfin, il y en a qui arrivent à peine ils ouvrent que tout de suite ils enfument à fond. Ouais, je vais enlever la partition. Je vais mettre une... Là, ils sont prêts. Là. Apparemment, ils sont contents de te voir. Voilà, on reste des bancales. Tout va bien. Adorable. C'est bien qui m'a dedans. Donc là, tu me disais, toutes les hausses, c'est en cryptoméria. Cryptoméria. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont en bois léger. Ouais. Nous n'avons plus de hausse en bois comme avant, ça fait une tonne. Hein. Ce qui fait que maintenant, tu as un nouveau bois qui apparaît. Hein. Ça s'appelle le polonien. Le polonien. Oui, j'ai l'impression qu'on parler. Parce que le cryptoméria, léger. On te disait, attention au cryptoméria. C'est pour ça qu'il y a très peu de corps de ruche en cryptoméria, parce qu'à force d'utiliser le lève-cadre,
le cryptoméria réagissait mal au coup que tu pouvais donner. Tu sais, quand tu essaies de forcer, hein, le cryptoméria pouvait souffrir de ça. Et bien maintenant, tu as le Polonia qui est comme le cryptoméria sur le plan du côté léger, mais par contre, il est solide. D'accord. D'accord. Donc dernièrement, j'ai acheté une hausse en Polonia pour montrer ça aux élèves, quoi. Sinon, le cryptoméria va très bien si tu fais attention. Très bien. Voilà, donc. Et tu les traites comment, justement, le corps de ruche? Est-ce que c'est l'huile de lin? Est-ce qu'il y a un autre traitement que tu fais, le traitement pour le bois? Le bois? Oui. Ben, le bois, au début, il est traité par une lasure. Donc, j'utilise une lasure incolore. Ça, Très bien. j'ai l'impression que c'est la lasure. C'est une lasure incolore. Puis après, au bout d'un certain temps, je rechange les ruches pour relasurer, quoi. Si vraiment c'est besoin. Elles sont encore en bon état, ça va. Oui. Ah, elles sont encore en bon état. Oui, c'est vraiment bien parce que t'as mis. C'est bien. T'as tout. Tout est planté autour, comme ça t'es tranquille. On est dans notre philosophie, c'est-à-dire pour nous les abeilles c'est avec des plantes et des fleurs. Hein. Attends. On n'est pas pour mettre des abeilles sur les toits où tu as des petits cailloux et des gros tuyaux. C'est vraiment. Ça correspond à ce qu'on veut faire, quoi. Mais là, à Saint-Ouen, il y a beaucoup de sièges d'entreprise. Hein. J'ai l'impression, j'ai vu, sièges ou de bureaux d'entreprise. Il y a Samsung. Ici Oui. Bah oui, dernièrement, ils ont fait tout un quartier. C'est impressionnant. Il y a Canon, Samsung, il y a EDF, le siège social d'EDF. Entre Saint-Ouen et Paris, ici, il n'y a pas de sièges qui sont installés. C'est l'avantage de s'installer à Saint-Ouen, c'est moins cher, alors que c'est juste à côté de Paris, quoi. Je pense que c'est comme ça qu'ils calculent. Oui. Et donc là, tu me dis que ce rucher a été créé en 2014. Il était, en 2014. Inauguré en 2014. Inauguré en 2014. Il n'y avait rien, hein, tu as vu sur les photos. Oui, j'ai vu, Voilà, depuis, c'est développé. Et j'ai une question pour la palissade. C'est par rapport à si, oui, il y a la loi, c'est dans le code rural. S'il y a une palissade de 2 mètres, c'est ça. Ok. Ah, il y a ça aussi comme loi à Paris. Aux fenêtres, là. Il faut qu'il y ait un minimum de 5 mètres entre le rucher et les fenêtres. Ça, tu vas sur Internet, tu demandes tu fais la règlement installé des ruches à Paris. Non. Et à la fin, ça cyanote, ça fait des fleurs bleues comme ça qui attirent énormément les abeilles. Un cyanote. Il y en a un autre à l'entrée, mais celui-là a été fleuri plus tardivement. Oui, les fleurs sont en train de partir. Et c'est magnifique parce que alors là, pour le coup, ça attire les abeilles, mais quelque chose d'énorme. Hein. Ah oui. Il y a une autre plante ici, tu vas voir, qui n'a pas encore fait de fleurs, mais ça arrive, qui s'appelle la sauge d'Afghanistan. Et là, ça attire aussi. Alors, ce qu'il y a de bien avec la sauge d'Afghanistan, c'est que la floraison dure tardivement. Elle va apparaître là bientôt. Et ça dure très longtemps. Et dessus, mais alors, j'ai jamais vu autant de variétés de pollinisateurs sur ces plantes-là. Alors, non seulement ça attire les abeilles, les bourdons, évidemment, mais voilà, plein d'abeilles sauvages, plein de trucs comme ça, c'est magnifique. Et elle se trouve où? On va aller voir là, en sortant. Et il y a celle-là qui est étonnante aussi. Elle est belle, oui. Je sais pas si elle est mellifère, mais elle est très jolie. Elle me plaît, ouais, c'est sûr. Et là, pour le frelon, c'est très embêtant ici ou... Ah bah oui, comme partout. Hein. Ouais. À un moment donné, ils vont arriver. Hein. Ouais. L'année dernière, au plus fort, avec la raquette, en venant, on tue au minimum 50 frelons. Hein. Indépendamment des pièges et tout le reste. Hein. Ouais. 50 frelons. 50 frelons minimum par jour. Hein. Ouais. Ah, c'est un fléau, ça, le frelon. Ouais. C'est un énorme fléau. Donc voilà, sinon je pousse aussi de la menthe. Ça c'est de la menthe. Ça sent très très bon. Je sens ça de la menthe.
Hmm. Elles sont beaux, hein. Waouh. Alors, par contre, la menthe, on la laisse fleurir. Hein. Et c'est pareil, la menthe, quand elle fleurit, elle attire beaucoup d'insectes. Hein. Hmm. C'est une pente. Waouh. Ça, je crois comment on l'appelle, liseron? La liseron, je crois que c'est comme ça. Donc, c'est une menthe qui est destinée à faire apparaître les fleurs. Quoi. On attend qu'elles fleurissent. Quoi. Et là, c'est pas. Je vois des insectes qui viennent me butiner, mais que j'ai jamais vu, des trucs rares. Ça attire des insectes incroyables qu'on ne voit pas généralement. Il y a aussi un sérificateur solaire aussi à l'autre bout du rocher. Il y a un sérificateur solaire. Un sérificateur solaire, qu'on va peut-être pouvoir commencer à utiliser. Oui. Il n'y a pas de soleil. Oui. Ça, c'est très pratique. Mais il faut du soleil. Oui. Pas de soleil, tu vois. Toute la cire des cadres que tu arrives à récupérer, tu la mets directement dedans. Voilà, c'est ça. Dès qu'on veut récupérer la cire. Oui. Alors nous, la cire de camp, on la récupère pas, on la jette. Hein. On s'en resserre pas. Oui. C'est uniquement de la cire d'opercule qu'on va faire fondre là-bas, ou de cadre de. C'est paisible ici. Hein. C'est ce que me disent beaucoup de gens qui viennent. Ici, on sent que le monde s'apaise. Ça devient plus calme. Alors, sinon, il y a d'autres plantes. Il y a des. Comment on appelle ça? Du jasmin. Un jasmin chinois, un jasmin normal. Il a fleuri, ça s'est arrêté de fleurir, le jasmin. Il y a encore une fleur blanche. Tu vois la fleur blanche là-bas? Oui. Ça, c'est du jasmin. Puis on a mis des plantes aromatiques un peu partout. Tu sais, une fois que ça a pris, ça pousse bien. Il y a de la mélisse, de la menthe, il y a une menthe sauvage d'ailleurs. Regarde, tu vois cette petite menthe derrière là? Elle est belle cette menthe qui est derrière là. Oui. La menthe sauvage ça. Menthe sauvage, ça donne, d'accord. Ouais. Tu vois, c'est pas les mêmes, on voit que c'est pas les mêmes. Bref, pour ceux qui aiment les abeilles et les fleurs, on a voulu créer un endroit où on peut les trouver. Et on se trouve quand même dans une résidence où il y a une partie, il y a toute la partie verte. Est-ce que tu parles avec la personne qui fait les plantations oui, ou bien sûr, ça ce sont les jardiniers de Paris Habitat qui gèrent cette partie. C'est Paris Habitat, d'accord. Nous, on a eu une concession ici. Hein. Et après, c'est Paris Habitat et c'est des jardiniers qui sont parfaitement sensibles à ça. Ah, tu vois, par exemple, le gazon, la question que j'avais posée. Le gazon est tendu là, Oui. et là-bas au fond, tu regardes, le gazon est pas tendu. Je laisse exprès pousser. Ah, oui, c'est juste là-bas. Je laisse exprès pousser pour qu'on ait les plantes normales. Voilà. On va chercher une micro. Donc tu vois, ils sont vraiment sensibles à ça. Hein. Ils font bien leur boulot. Et là, le but du rocher, ça sera systématiquement. Enfin, là, on est dans le nombre normal de ruches que tu veux qu'il atteigne ou pour la formation, oui. Oui, pour la formation. Oui. Après, on a commencé l'année dernière, mais cette année, dorénavant, on fera passer l'hiver à nos clonies uniquement en ruchette. D'accord. Alors, parce qu'entre le frelon qui les attaque, entre elles qui s'affaiblissent pour différentes raisons, elles passent de plus en plus difficilement l'hiver. Ce qui fait qu'on remplacera toutes ces ruches par des ruchettes. Et des ruchettes en polyuréthane. C'est là où thermiquement ça se passe le mieux. D'accord. Mais ici, il y a eu des moments où on peut mettre un maximum de 10 ruches quand même. Hein. Ah oui. On attend à 2, 4 et une petite. Mais on peut en remettre d'autres, il n'y a pas de souci. Mais bon, quand il y a du monde et en formation, il vaut mieux avoir de la place quand même pour circuler autour des ruches. Un très beau rocher de formation, oui. Ouais. Pour la circulation. Et encore, on n'a pas pu le préparer comme on fait d'habitude parce qu'il pleuvait sans arrêt. Donc, voilà. C'est un peu une année 2021. C'est l'année, c'était là. Ouais, mais ça s'est étendu un peu plus que 2021. Ouais, un peu plus que 2021. Là, il a vraiment plus cette année. Et on a un acacia juste en face. Hein. L'acacia, lui, c'est début mai qu'il commence à donner. Et début mai, il pleuvait sans arrêt. Ouais. Donc, voilà. Et puis après, tu as les tilleuls. Là derrière, c'est les tilleuls. Tu les vois là, ça commence à fleurir. Oui. Les tilleuls en haut. Hein. Nous sommes nous mitoyens avec la caserne de police. La caserne de police qui est derrière. D'accord. Ça se passe bien. Pas de problème de voisinage. Ils t'ont jamais appelé pour dire que. Même les policiers, il n'y a pas de souci. Ils n'ont jamais appelé, non. Quoi qu'il m'embête, celui qui est parti. Oui. Parfois, il y a un essaim qui vient de s'installer juste derrière sous nos yeux. C'est à cause du fait qu'il a plu sans arrêt, parce que nous, on
On prévient toujours ça, Mm. on fait ce qu'il faut pour que ça Mm. n'arrive pas. Mais cette année, avec la pluie et tout, il y a eu des, on va dire, un laisser-aller, quoi, on laissait faire. Voilà. Mm. Ok. Et donc, oui. Et pourtant, en plus, t'avais une hausse, hein, dessus. Oui, il y a Oui. une hausse, oui, il y a une hausse, oui. Ouais. Mais Il y a une- ça ne les a pas empêchés, non. Ouais. La hausse ne les empêche pas, hein. Ils peuvent s'aimer avec la hausse, hein, Ouais. alors qu'il y a une hausse. Hein. C'est-à-dire que c'est dans leur instinct, hein, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'elles se divisent. Mm. Donc, hausse ou pas hausse, on peut parfois dire elles ont une place donc elles vont s'aimer, mais en fait, le plus fort, c'est l'instinct. C'est qu'elles doivent à un moment donné se diviser. Est-ce que tu te rappelles de l'âge de la reine de cette Non, ruche? je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas. Par contre, tu veux voir comment elles sont, par exemple. Tu peux voir comment elles sont, vite, on peut voir ça. Cette ruche le permet. Tu verras. Ah, c'est magnifique. Il y a beaucoup de mâles, c'est impressionnant. Oui, c'est ce que j'ai constaté sur la plupart des ruches, plein de mâles. Ah, impressionnant. Après, c'est toi c'est nous qui choisissons. Hein. Oui. Quand on a trop de couvains mâles, on le détruit. Hein. Mm. Pour limiter le nombre de mâles, parce que qui dit beaucoup de mâles dit qu'elles passent leur temps à les nourrir. Quoi. Tout à fait. Et l'hivernage avec, ça se passe bien pour ce. Ah oui, ça se passe bien. Oui. Enfin, ça se passe bien, de moins en moins bien, j'allais dire, parce que c'est pour ça qu'on va toutes les mettre en ruchette, hein, Oui. Oui, à cause du frelon, oui. à cause du frelon. À cause du frelon, à cause de différentes choses qui font qu'elles s'affaiblissent. Mm. Et c'est toujours embêtant d'avoir des ruches qui passent pas l'hiver. Et surtout la pression du frelon, c'est qu'elle se lance dans l'hiver dans une grande ruche comme ça, avec un nombre réduit, parce que les frelons font baisser le nombre de l'ail. Hein. Alors que quand on a des petites ruches comme ça, le frelon a moins tendance à être vorace, pas à les attaquer. Mm. Elles sont mieux protégées, et puis surtout, même en petit nombre, elles arrivent à passer l'hiver. Alors nous, c'est ce qui nous importe, hein, c'est qu'elles passent l'hiver, et après, elles redémarrent en passant. Quoi. D'accord. Je ne suis pas encore Ça- beaucoup enseigné sur le frelon. Alors ça, c'est la ruche pédagogique, c'est celle qui nous permet de, quand on a des visiteurs, de montrer. Hein. Mm. Ceux qui sont en formation, on ouvre, mais les autres, on n'ouvre pas. Mm. Donc on peut ouvrir des quatre côtés, donc Ouais. comme ça, elles peuvent tout voir. Et surtout, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça, c'est le support qui a été inventé par l'école. Hein. On n'a Oui, pas des d'accord. supports, c'est des supports bas. Oui. Pour travailler, c'est difficile. Sur un monde arabe, on n'a que des supports comme ça. D'accord. Ça, c'est nous qui les fabriquons. D'accord. Là, c'est un peu plus haut. Oui. C'est plus joli. C'est un peu plus éloigné du sol, donc moins d'humidité, tu vois. Ouais, on a 60 Regardez les araignées qui font des toiles d'araignée en dessous pour capturer les abeilles, je t'assure. C'est dingue. Hein. Le monde. Bon. Et donc ce support-là, pour nous, c'est parfait parce que tu es moins penché. Là, tu es penché complètement. Là, c'est plus haut. Et puis ils sont jolis. Mm. Et c'est nous qui le fabriquons. Et le corps de ruche, comment t'as Le corps de ruche, ça, je l'ai acheté, c'est un corps de ruche en chêne. Hein. Oui. Une belle pièce qui servait justement à montrer. Donc c'est pour ça j'en ai qu'un seul comme ça, pour justement cette ruche qui permet de montrer aux visiteurs. Il y a tout le monde, il y a même des classes qui arrivent ici, donc, ouais. Donc elles viennent voir les abeilles. Ça permet de sensibiliser. On peut voir sur les côtés aussi, mais les côtés c'est moins intéressant. On voit dalle. C'est très intéressant d'observer. De voir si, est-ce que les abeilles restent à chaque fois sur la même zone de la ruche ou est-ce que vraiment elles circulent? Ah non, elles circulent. Hein. Elles circulent? Ouais, elles circulent. Elles circulent, elles font ce qu'elles ont à faire. Mais on ne peut pas dire qu'elles sont toujours au même endroit en train de travailler, ça c'est pas vrai. Non, elles se déplacent. D'ailleurs, elles adorent se déplacer, n'est-ce pas? C'est pourquoi Tu sais qu'on n'a pas encore compris comment elles arrivaient à équilibrer, réguler un peu leur fonctionnement au sein des ruches. Hein. Oui, avec le. Qu'est-ce qui fait que c'est là où il faut être, c'est là où c'est ce qu'il faut faire, c'est à ce moment-là qu'on prend telle décision. On n'a pas encore compris comment tout ça s'organisait. Hein. On sait qu'elles peuvent
sauter, enfin elles ont 7 rôles en tout, oui, on sait qu'elles peuvent en sauter ou être rétrogradées, Voilà. mais on ne sait pas comment elles Comment ensemble elles font Ouais. quelque chose. Pourquoi à tel moment il se passe ceci, pourquoi à tel moment... Qu'est-ce qui régule ça, on ne sait pas. Hmm. On constate le résultat, mais on ne sait pas qu'est-ce qui provoque ça. Hmm. Il y a un livre, celui qui a justement expliqué la danse des abeilles, qui a écrit un livre sur la communication chez les abeilles. Je Ouais. ne l'ai pas lu, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Karl. Karl von Frisch. Oui, voilà, Oui. exactement. Alors lui, c'est lui le premier à avoir commencé à décrire les choses. Sinon, il y en a un dernier qui s'appelle La communication chez les abeilles, qui a été faite par quelqu'un qui réunit tout ce qui existe sur Ah, ok, les d'accord. abeilles. C'est- Je l'ai chez moi, je suis en train de le lire. D'accord. Mais sinon, je t'enverrai les références parce Mm. que c'est vraiment le livre qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui fait le point sur ce qu'on Mm. sait concernant la communication des abeilles. Hmm. Et même là, on n'arrive toujours pas. Enfin, Ah non, non, il n'y a pas de mystère encore. Bon, d'un Tu sais, côté, quand, d'un côté, tant mieux. au XVIIIe siècle, les premiers microscopes sont apparus et que les abeilles ont été étudiées très rapidement. Hein. Hmm. C'est là où on s'est aperçu que, quand on disait le XVIIIe, que la reine n'était pas, le roi n'était pas, enfin, je veux dire, la reine n'était pas un roi, c'est une reine. Mm. Et donc, très rapidement, la science s'est intéressée aux abeilles. On s'est dit, bon, c'est fini le mystère des abeilles, le côté sacré des abeilles, ça va disparaître. En fait, on a découvert énormément de choses et les abeilles, ça reste toujours quelque chose d'assez incroyable à étudier. Hmm. Non, on ne sait pas tout encore. Hein. Et ce qui est merveilleux chez l'abeille, c'est ce qui me plaît tant, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à elle, c'est que ça touche aussi bien sur le monde agricole que sur les autres insectes, que notre relation par rapport à l'abeille et notre dépendance qu'on a par rapport à elle, Tout à fait. que, que son fonctionnement. Et en fait, j'arrive toujours pas à voir les bords par rapport à l'apiculture en disant ça touche à tellement de choses. Ben, c'est là, moi, l'intérêt des conférences que nous donnons à l'Institut du Mandarin, parce Mm. qu'au-delà de ça, tu as encore l'approche culturelle. Hmm. Oui, Encore l'approche culturelle, culturel, spirituel aussi. spirituelle. Oui. Non, mais ça va loin. Hein. Oui, ne serait-ce que le Coran ou la Bible, justement, Oui, on oui. parle juste. Non, c'est énorme. Ben, Il y a des même références l'histoire, par rapport au miel, la pas par rapport à c'est la... que l'Empire ici, Ouais. l'abeille, c'était le deuxième cerveau de l'Empire quand même. Ouais. Faut le faire quand même. Ouais. Ah non, c'est un petit insecte incroyable. Hmm. Et nous, on essaie de partager ça justement quand Hmm. on a du monde autour, vraiment. Ce qui est fascinant aussi, oui, c'est de voir dans les différents pays que, en fait, on retrouve un peu les mêmes principes. Même pour des pays qui n'ont pas, ils ont pas communiqué en disant nous on fait comme ça, vous aussi faites comme ça. Non, c'était par exemple au Népal, en Afrique ou autre, il y a ces mêmes principes. Ben, tu sais Mm. qu'il y a une étude qui a été faite par contre sur beaucoup de pays, Mm. grand nombre de pays, à la recherche de quelque chose de négatif sur les abeilles. Ils Oui. n'ont pas trouvé. De négatif. Toutes les communautés, Mm. toutes les ethnies qui s'intéressent aux abeilles ne percevaient pas une chose négative chez les abeilles. Ouais. Ça n'existait pas. D'accord. Ouais. C'est incroyable. Ouais, Hein, dans ça aucun, existe ça veut dire que dans aucun pays, ils exterminent les abeilles, par exemple. pas. Non, c'est Ils les considèrent. Oui. partout elle est respectée, elle est sacrée, Ouais. et puis vécue positivement, jamais Mm. négativement. Quoi. Là, tu as certaines églises en Éthiopie où parfois tu as un essaim d'abeilles qui s'installe dans l'église. Et donc là, Ah ouais, c'était dans le. dans la série. Voilà, ouais. dans la série d'Arte. Tout à fait. Les maîtres des abeilles. Ouais. quoi. Oui, oui, c'est il merveilleux. ménageait complètement. Hein. Ouais. C'était pour lui, c'était au contraire un élément bénéfique Ouais. qui lui arrivait. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a aucun pays où ils disent non, on extermine les abeilles parce Non, que. ils ont ouais. cherché, il y a eu des Ouais. études qui ont été faites, il y a des gens qui ont fouillé, qui ont cherché, ils n'en ont rien trouvé. Oui. L'abeille, c'est vraiment l'insecte incroyable. Quoi. Hmm. Et puis après, quand dans les conférences, je leur explique que les guêpes ou les frelons ont besoin de tuer un autre insecte pour lui piquer ses protéines, et que l'abeille elle se nourrit avec uniquement des protéines végétales, respect quoi. Automatiquement, quand tu dis, ouais, quand même. L'abeille, mais même les poètes, enfin, il y a des poètes persans qui disaient que c'est vraiment l'insecte qui, dans la nature, ne détruit ou ne modifie rien en mal, en négatif. Rien. Il n'y a rien. Elle ne peut pas détruire, elle ne peut pas salir, elle ne peut rien, rien. Tout ce qu'elle va faire, c'est au contraire permettre à cette nature de se développer positivement. Même si on regarde aussi antérieurement, on pense que les fleurs se sont aussi bien. Il y a eu cette relation de codépendance entre les fleurs, monde végétal, et justement les insectes, parce que sans les abeilles, les fleurs ne se seraient pas autant répandues. C'est ce qu'on appelle une coévolution. Voilà, une coévolution, exactement. L'un existe
rester. Et donc il devait y avoir un gain, il devait y avoir un gain de nectar et de pollen, un apport. Et de l'autre aussi, l'abeille aide les fleurs. Exactement. Comment, à quel moment la nature sur cette terre, qui était avant faite de conifères essentiellement et d'arbres où il n'y avait pas de fleurs, comment à un moment donné la fleur est apparue, les insectes pollinisateurs et avec quoi, pour développer ce qu'on a autour de nous. Mais de manière incroyable, ça c'est ce que j'essaie de faire comprendre dans les conférences. Hein. Et tu animes à quelle fréquence les conférences à l'Institut du Mandarin? Une par mois à l'Institut du Mandarin, d'accord. La prochaine c'est le 15 juin. D'accord. Sur la pollinisation des fleurs justement. Mais les thèmes varient d'une année sur l'autre, il y a un cycle et ça varie. Et ton public, c'est surtout un public... Public de Lima. Public de Lima. C'est très varié. C'est très varié, ça peut être aussi des étudiants qui peuvent... De tout. Et on reçoit beaucoup de monde aussi. D'accord. Des gens qui viennent nous rencontrer. Une fois, quelqu'un a demandé à nous rencontrer, c'était un doctorant en sciences de l'art. Je dis, waouh, doctorant en sciences de l'art, ça doit être quelque chose quand même. Donc il nous rencontre à Lima, et en fait il s'intéressait, il nous a posé plein de questions sur les abeilles, et il avait une approche artistique, lui, concernant la vie des abeilles, le monde des abeilles. Mais surtout, il nous a dit, pourquoi vous adressez à nous, quoi? Parce qu'il nous a dit, oui, mais il y a d'autres endroits à Paris, culturels, où ils ont des ruches. L'opéra ou d'autres musées ou d'autres ont des ruches sur les toits. Mais il m'a dit, à Lima, vous êtes les seuls pour lesquels les abeilles sont dans la programmation du centre culturel. C'est vrai, Lima, c'est dans la programmation. Dans la programmation, il y a des conférences, il y a tout ça, il y a des manifestations qui sont dans la programmation du centre culturel. Et je me dis, vous êtes les seuls à faire ça. Partout ailleurs, il y a des ruches, oui, mais on n'en parle pas dans l'activité culturelle du centre. En fait, tu vois, on est très heureux, nous, d'être avec les abeilles, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit quelqu'un qui lui aussi est très heureux. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on partage et ça fait beaucoup de bien. Il y en a une qui se déplace avec... Quelle porte? Je ne sais pas ce qu'elle porte. J'ai vu les abeilles. Quelque chose. Oui, c'est... Ah oui, elle le tient dans ses mandibules. Oui, j'ai jamais vu ça. Bah, tu sais qu'en général, elle nettoie tout. C'est l'intérieur, c'est propre. Oui. S'il y a un truc anormal, elles vont le récupérer pour sortir. C'est ça qui est un peu... c'est parfois la désertion des colonies qui se passe à cause du varroa. On a l'impression que certaines colonies font un peu l'état des lieux de sortie et après elles partent parce que la colonie est trop infestée. C'est ça. C'est à la fois beau de se dire que c'est aussi propre, mais triste également. Ah non, pas de chance. Moi, j'aurais aimé être apiculteur il y a 30 ou 40 ans. On aurait ni le varroa, ni le frelon, ni rien de ça. Ça aurait été génial, quoi. Est-ce que tu aurais aimé être apiculteur avant et connaître ensuite ce point de varroa, ou être simplement apiculteur avant sans connaître du tout le varroa? J'aimerais pas. Non, mais c'est comme si. Moi, je suis heureux de ne pas avoir connu l'avant-après. Moi, je me dis, j'ai connu l'après en disant, ok, tel qu'il est, mais connu l'avant et l'après en disant, là, le point de comparaison est trop dur. Ah ouais, c'est ça. Non, mais pour nous, le varroa, enfin pour les abeilles, c'est le diable, quoi. C'est l'élément destructeur, tueur. C'est des tueurs, hein. Ils tuent les abeilles. C'est un parasite qui est simplement là, qui vit, qui est là pour tuer son hôte, et même pas pour le faire survivre et vivre à ses dépens, non, pour le tuer. Oui, parce que si on laisse faire, toutes les abeilles meurent et le varroa aussi. C'est absurde. Absolument. Et remarque, il a été importé quand même. Donc il s'est développé ici dans des conditions qui nous font du mal. Le frelon, c'est un peu pareil, pas avec les abeilles, mais tu sais que le frelon, parce que maintenant ils le connaissent mieux. Au début, quand il est arrivé, ils ne le connaissaient pas très bien, mais là ils le connaissent de mieux en mieux. Le frelon tue chaque nid environ 11 kilos d'insectes. Oui. Par an, par saison, c'est fou, hein. C'est impressionnant. Le dégât de ces frelons. C'est impressionnant. Heureusement qu'on a des personnes aussi qui s'y intéressent beaucoup. Le varroa, il y a Yves Lecomte et d'autres qui prennent sa suite. Il y a une Charlotte Mondet, je crois que c'est un peu là. Quand je parlais avec Yves Lecomte sur maintenant qui s'intéresse. Enfin, je demandais aussi dans les pays, est-ce qu'il y a des pays qui se portent mieux que d'autres? Et non, en fait, il n'y a pas. Et l'Australie depuis 2022, le varroa. Et ils ont essayé à un moment de l'éradiquer, ils ont brûlé les ruchers, ils ont brûlé des centaines, des milliers de ruchers. Ça n'a pas du tout fonctionné. Il y avait un truc qui apparaissait, finalement il s'est passé ça?
Finalement, le Ah varroa. oui, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. bah, voilà, tu Ils vois. ont arrêté de brûler. Bah, et tu sais, ils faisaient la même chose en Italie du Sud avec la Tennate humida. Ouais. Vraiment. Donc là, ils ont par contre un peu cloisonné la zone, mais au début, ils détruisaient systématiquement les ruchers. Après, ils se sont dit non, on va vivre avec. Voilà. Et Bah oui, parce que. bah, ça viendra forcément aussi en France, la Tennate humida. Ah ouais, non, Comme c'est- d'autres espèces de frelons viendront également en France. il nous manquait ça, tu vois, il nous manquait que ça. C'est Ouais. Ouais. Ah bah, Voilà, on parle nous, du diable et. Ah mais il arrive, hein, t'as vu ça? Il est là. Attends. parce qu'il faut, ok. Frelon asiatique. Voilà avec quoi les petits mosquitos. Ouais. Il est reparti. Attends. T'as vu, ça commence, hein? Ouais. Ouais, ça commence. J'arrive pas encore à distinguer les reines et Ouais, les reines et les ouvrières. Pas encore. Les reines elles sont un peu plus grosses. D'accord. Bah celui-là avait l'air. Ouais, s'il avait l'air assez gros. Il y a le livre. Il y a le livre de Yves de. Non pas Yves d'Arco, comment ça. C'est le professeur de Tours qui a écrit un livre, ce livre qui existe, qui est pertinent sur le frelon asiatique. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. De Tours ou Paris? Il y a un gars qui est ici. Non, de Tours, il me semble. De Tours. Et lui, je vais l'interviewer dans le cadre du podcast. Ah parce ouais. que, le tribu Happy, oui. Sur le frelon, si un jour tu veux interviewer quelqu'un, c'est celui qui a mis au point les pièges qui s'appelle Les GB Prod? Denis Jaffray. Oui, c'est Oui, ça. Denis Jaffray? Ouais, Denis Jaffray. Hmm. Il connaît très bien le frelon. Oui. Ouais. D'accord. Il est. Enfin, quand il parle, on a l'impression que c'est le frelon qui parle. Hein. Ah oui. Ah non, il est assez exceptionnel. Bon, j'ai l'impression que notre ami est parti, oui. Pendant qu'il nous rend visite, comme ça. Ouais. J'ai testé à un moment l'extension en bout de planche d'envol avec des tubes. Il y a différents tubes et je trouve que ça gêne énormément le frelon parce qu'il y a plusieurs tubes dans plusieurs directions et le frelon n'arrive pas à se repérer sur où est-ce que vont les abeilles. Ouais. Je vais essayer. C'est marrant avec ces abeilles parce qu'elles sont curieuses. Elles tournent autour de nous mais elles viennent pas taper contre le bois. C'est normal qu'ils sont curieux. Ils se demandent qui c'est, qu'est-ce qui se passe autour. Et c'est très bien comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est ici, oui, on peut passer de longues heures ici. C'est très apaisant, oui. Il y a l'odeur qui est apaisante, le bruit. C'est agréable. Hein. Ouais. Pourtant, on est au cœur de Paris. Hein. Ouais. Partout autour, il y a que des bâtiments et des voitures. Hein. Ce rucher, il permet à nous, qui permet de partager une passion avec tous ceux qui veulent s'intéresser, quoi, et puis avoir des vraies réponses, quoi. Pas des réponses à peu près. C'est-à-dire, ils rencontrent des gens qui sont en capacité de leur dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça marche pas, ça il y a plusieurs façons, voilà. Ils gagnent du temps. Si on doit expérimenter, nous c'est ce qu'on a fait pendant des années, on a expérimenté nous-mêmes les choses, avant même de vouloir faire la formation. Hein. Ça a pris un certain nombre d'années pour véritablement, pourtant on passait tout en revue. Hein. Pour que maintenant on peut répondre. Et toi, ça a commencé à quel âge, ton premier contact avec l'abeille? Bah, moi je suis né au Maroc. Oui. Et là où on habitait, une maison avec un grand jardin autour, un terrain, et donc il y a toujours eu des abeilles qui étaient là. C'est pas nous on s'en occupait pas, il y avait des apiculteurs qui venaient le faire au Maroc, mais j'ai toujours vu des abeilles, quoi. Et puis au Maroc, on a eu de la chance parce que mon père était grand copain avec un gars qui s'appelait Harcourt, qui est un apiculteur qui, à l'époque, donc ça remonte vraiment assez loin, était un des pionniers en termes de connaissance des abeilles. Il était installé au Maroc. Et je me rappelle très bien, tout petit, on était, mes frères et sœurs, on allait et on rentrait en contact donc, avec une boisson qui nous servait, qui était une boisson au citron et au miel, fraîche. J'ai jamais réussi à faire la même. En tout cas, j'ai jamais réussi à trouver le même goût. Mais voilà, on savait que ce monsieur était un spécialiste d'abeilles, et on voyait des abeilles. Donc,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a toujours dans notre mémoire, c'est pour ça qu'il faut commencer à sensibiliser les enfants parce que Par ça la vue, reste, par ça le palais, reste. par l'odeur. Ouais. Ouais, ça reste. Ouais. Ça reste et c'est important. Mais après, c'est être intéressé véritablement à l'élevage des abeilles, ça on l'a fait ici. On l'a fait ici, on a été formé à la Société centrale d'apiculture et puis après on a lancé son chien. C'est vrai qu'il y a des listes d'attente pour la Société centrale. Est-ce qu'il y a vraiment des listes d'attente sur la Société centrale d'apiculture? Oui. Oui. Ben, eux, bon, d'abord c'est une très vieille école, donc bon, il y avait qu'elle qui formait. Et puis surtout, ils ont une formation qui est courte, qui n'est pas très chère. Et donc, beaucoup veulent s'inscrire. Oui, il y a une liste d'attente importante. Ouais. D'accord. À Lyon, nous aussi, il y avait un peu une liste d'attente. C'était pas cher non plus. Ça coûtait 22 € en tout. C'était à l'école vétérinaire à côté de Lyon. Ouais. Et par contre, tu vois que les personnes, je pense qu'ils disent je paye 22 €, mais en fait, il y en a des personnes qui sont pas très engagées. Donc, je pense qu'on était un tiers ou la moitié jusqu'à la fin jusqu'à la fin de l'année en fait. Très difficile, c'est très difficile pour les personnes de venir à chaque fois. Pourtant, c'était 5 ou 6 cours, 5 ou 6 après-midi, théorie pratique, si le temps le permettait pour la pratique. Mais tu veux dire par là qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivaient quand même? Qui s'inscrivaient, même malgré la liste d'attente, et après qui. C'est ce qui se passe au centre d'apiculture, les gens s'inscrivent et un certain nombre ne viennent pas. Ouais. Mais bon, nous on a été formés là-bas, on a modifié cette façon d'être formé. C'est-à-dire, c'était plus, la Société centrale d'apiculture, c'était plus une sensibilisation un peu poussée, mais une sensibilisation quand même. Et puis il y avait peut-être moins de problèmes que maintenant. Ouais. Mais là, maintenant, les gens qu'on forme doivent être solides, aguerris, capacité de faire face à des situations qui parfois ne sont pas géniales. Donc le monde change un peu, ça a changé. C'est pour ça que nous, on maintient pendant toute une année après. C'est génial le suivi. Tu peux appeler, et nous on répond, et au besoin, ça m'est arrivé de me déplacer, mais vite quand même, parce que quand quelqu'un est formé à notre école, après c'est plus facile de communiquer et de lui dire des choses. Et parfois ça a été obligé, et on n'hésite pas parce que, sincèrement, c'est simple. C'est ce que j'aurais aimé trouver quand j'ai été formé. C'est tout. Aussi simple que ça. On a fait ce qu'on aurait aimé trouver quand nous on a été formé. Parce que quand on te lâche comme ça, on te dit débrouille-toi. Non, c'est ce que faisait un peu la Société centrale d'agriculture. D'accord. Le suivi, c'était court comme formation, c'était pas trop poussé, donc voilà, après il fallait se former. Et puis aussi, tu as vu que l'environnement du miel et de la consommation, de l'achat-vente miel, c'est problématique aussi. Oui. Franchement, ce monde-là nécessite d'être richement formé, considérablement formé, parce qu'il y a plein d'aspects qui ne vont pas. Le miel, la vente du miel en France, c'est problématique. Oui. J'ai discuté avec une personne qui est en train de créer une plateforme où les apiculteurs peuvent vendre leur miel. Et en fait, l'acheteur paye les frais de port. Il y a tout un système qui fait un peu pour... toutes les facilités pour la vente de miel. Et en fait, tu n'as pas besoin ton bordereau d'envoi est déjà prêt, un peu comme le principe de Vinted. Je ne sais pas si tu connais, ou quand tu fais un achat, ton bordereau est déjà prêt. Ils pourvoient des cartons ou autres et ils prennent 15% de commission. Et je trouve que c'est un autre canal de vente que je trouve intéressant. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un point vraiment difficile de dire, attends, on produit en France environ 30 tonnes de miel par an. C'est le chiffre qui est communiqué. On en consomme 50 tonnes et on se dit, non, normalement, il y a un delta, on n'en importe que 20 tonnes. En fait, non, c'est qu'on en importe plus et tout le miel produit en France n'est pas vendu. Exact. Donc là, c'est... surtout l'année qui est passée, 2023. D'accord. Les apiculteurs se sont retrouvés... d'où les... Pourquoi? Parce qu'à cause de l'inflation, évidemment, les acheteurs se sont plutôt portés sur des miels de supermarché moins chers, qui étaient tous des miels d'importation, quasiment, voire même des faux miels.
Ce qui fait que les miels français ont eu un mal fou à se vendre, Ouais. ils sont déjà un peu plus chers. Et donc, beaucoup d'apiculteurs sont retrouvés avec des quantités impressionnantes de miel sur les bras. Oui. Et pourtant, je trouve que le prix d'achat dans les supermarchés, oui, mais il y a des personnes souvent qui me disent, bah attends, si tu veux, je vais te prendre un pot de miel, mais ils ne demandent jamais le prix en fait. Parce qu'ils disent, de toute manière, je suis sûr que Ah oui. pour moi, je le vends 16 € le kilo. 16 € le kilo? Oui, 16 € le kilo. Pour du vrai miel, c'est pas cher. Hein. D'accord. Mais en fait, ils me demandent même pas le prix. J'ai l'impression que si les personnes sont vraiment sûres qu'ils achètent un vrai miel, le prix importe pas tant. En supermarché, tu justement. compares forcément. Oui, oui, mais Et- oui, t'as raison, ouais, c'est ça. Et je pense que, je sais pas, je suis en train un peu de réfléchir à comment on pourrait aider les apiculteurs à vendre mieux. Par exemple, tu passes par un tiers de confiance en disant, par exemple, moi, mettons que je sois pas apiculteur, je connais un apiculteur qui a un stock de miel, et bien moi, je le vends pour lui, mais je sais que lui, c'est un vrai apiculteur. Et en fait, je vends auprès de mon réseau, je prends une petite commission, par exemple, de 1 ou 2 € par kilo de miel, et en fait, comme ça, je l'aide, et les personnes sont rassurées. Je sais pas, j'essaie de voir sur comment arriver à vendre autrement pour les apiculteurs. Ne serait-ce que vendre sur le marché, je trouve ça horrible pour un apiculteur parce que c'est pas valorisant, il perd son temps. On passe beaucoup de temps à ça. Ouais. Je sais pas, je réfléchis un peu sur comment. C'est difficile à trouver la solution parce que la seule solution, ça serait de freiner les miels d'importation. Oui. De manière à ce que les clients potentiels se portent sur les miels français, quitte à payer un peu plus cher parce que évidemment c'est des vrais miels. Oui. C'est sûr. Nous ici, le miel, on n'a pas. Notre but n'est pas de Oui. fabriquer du miel. Enfin, je veux dire, c'est pas l'essentiel. On s'appuie pas là-dessus. On s'appuie sur l'information, on s'appuie sur les animations, on s'appuie sur plein de choses, sur les conférences, plein de trucs. Mais le miel que nous vendons, il est à 40 € le kilo. Et ça, nous avons toujours voulu dès le départ dire c'est ça. Ouais. Alors, on n'est pas sur les marchés, on n'est pas ça, c'est que des gens qui nous connaissent. En plus, c'est une association, donc il y a une partie qui est donnée, importante. Ce qui reste est vendu 40 € le kilo. Et moi, enfin, nous, on a estimé, tu sais, que c'était une question pendant longtemps. Quel est le prix du kilo de miel On a beaucoup réfléchi là-dessus. Donc, à l'époque, je faisais des conférences là-dessus. Comment estimer le prix d'un kilo de miel 40 €, c'est un prix correct pour permettre aux apiculteurs de vivre. Tout à fait d'accord. Quand on voit le temps qui passe et le temps qui s'additionne au fur et à mesure, ne serait-ce que pour les frelons, le varroa, ben ça fait longtemps, mais le frelon, donc il y a ce temps en plus qui vient s'additionner, des couches supplémentaires. Oui, c'est sûr. Non, c'est certain. Et je trouve que oui, c'est vrai que le prix du miel a peu varié. La concurrence. Plus la concurrence, oui. Avec le miel d'import à 1,50 € le kilo. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il ne faut pas vivre que de miel. Attention. Ça, c'est le conseil qu'on a à tout le monde. Et il y a d'autres choses, c'est une activité supplémentaire, c'est pas une activité principale. Enfin, voilà, vous allez souffrir. Écoute, si tu veux, je te propose qu'on aille à l'intérieur. J'avais d'autres questions avant sur l'école d'apiculture urbaine, à poser sur la création et. Un peu la locale. Ah, il y a même c'est un chauffage ou un déshumidificateur? Un déshumidificateur, c'est obligé. Dans toutes les mieleries, tu dois l'avoir absolument. Qui le fait se servir en vrac. Et ici, de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est avec du jazz.
Alors, en tout, il y a combien de références? Combien de livres? De livres? Ouais. Bah, ce que tu vois là, j'ai autant ailleurs. Avant que tu partes, je te montrerai celui sur la communication des abeilles qui va sortir. Mais j'essaie en général pas d'acheter des livres de vulgarisation parce que et dès qu'il y a un sujet qui est approfondi par un auteur, oui, ça c'est intéressant. À propos de l'apiculture, l'école d'apiculture urbaine, quand est-ce qu'elle a été créée? Alors, le rucher est né en 2014, Mm. nous on a été formés en 2013. Et donc en 2014 a commencé le rucher lui-même. Depuis, il n'y avait pas l'école au début. Quelques années après est apparue l'école qui a été créée. On a fallu un certain nombre d'années pendant lesquelles on s'est formé suffisamment pour qu'à un moment donné on puisse dire on peut commencer à transmettre ce qu'on a appris. Mm. Donc ça a dû prendre quelque chose comme 5 bonnes années. On a tout essayé, les matériels, les machins, on a rencontré beaucoup de gens. Et à un moment donné on s'est dit bon, on peut accueillir des personnes pour transmettre un peu tout ce qu'on sait. Mm. Et c'est là aussi que les conférences ont commencé. Du monde arabe, oui. Voilà. Alors on intervient partout où on nous demande. Hein. Mm. J'interviens au Cordon Bleu, donc l'école de cuisine, mais on peut intervenir partout. J'interviens à un lycée international à côté, qui s'appelle lycée Balzac. Pareil, on fait des conférences aussi. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi un beau jardin comme ça, plein de roses. On fait des conférences en plein air. Mm. Non, mais c'est ça. Il ne faut pas hésiter à rencontrer les gens dans des lieux sympathiques et que le sujet soit passionnant. Et à l'origine, tu m'as dit, donc toi, Walid, tu es né au Maroc. Tu as grandi au Maroc ou tu es venu juste Après le bac, je suis venu ici. Après le bac, tu es venu ici, d'accord. D'accord. Et c'est au Maroc quand même ton premier contact avec la langue? Ah oui, ben, bon, au Maroc, il y a même dans tous les pays arabes, là-bas, il y a une place encore considérable. Vous savez ce que c'est que le miel, hein? Ouais. Il est bien fait du miel. Mm. Ici, les choses sont un peu distendues, vu un peu l'abeille. Mm. C'est le réveil en ce moment parce qu'elle va mal. Mais non, là-bas, le miel, c'est quelque chose. Voilà, la nourriture, la cuisine, le miel sucré salé avec du miel, ça existe. Les gâteaux au miel, ça existe. Ouais. Non, on est dans le miel, quoi. Et c'est à Ouira, avant j'étais allé, et j'ai une boutique sur le miel, et il y avait une variété 30, 40, 50, milieu cactus, miel de... C'était impressionnant, j'ai jamais eu autant de... Et ils faisaient goûter tous les miels différents. Je trouve que c'est ça, oui. Le miel de cactus, ça s'appelle le miel de Forbes. Le cactus lui-même s'appelle le Forbes. Et c'est une variété de miel typiquement marocaine qui est très spéciale. Qui est connue au Maroc depuis longtemps pour des bienfaits importants. D'accord. Je le dis, c'est le seul miel que je connaisse au monde. Une fois qu'on goûte le miel, à un moment donné, on a la gorge qui chauffe. C'est un miel qui pique un peu. D'accord. C'est pas parce qu'il y a du piment d'eau, c'est pas parce que le cactus a fait quoi que ce soit, c'est la fleur du cactus qui libère qui permet à l'abeille de fabriquer un miel qui est légèrement piquant. Et après, une fois que tu as eu ton bac, l'apiculture a commencé à t'intéresser. Enfin, tu t'es complètement plongé dans l'apiculture en 2014, ça? Oui, c'est ça, 2013. On a été formé une année. Les CA, ça dure une année, c'est pas 2013. Avec qui? Enfin, avec qui tu t'es formé justement pour créer ensuite ici, on a été deux au départ à être formés. Quand on a tout fait au début, on s'est formé à être deux. Et puis après, donc, on a commencé à découvrir ce monde-là. Là, on est devenu, entre guillemets, expert, quoi, spécialiste, quoi. Donc, voilà. Après, l'équipe s'est reformée. Il y a 4 personnes dont je te parlais tout à l'heure. Voilà. Là, on est solide. On peut répondre à beaucoup de choses. Oui, tu me disais tout à l'heure. Mais ça, je ne l'avais pas enregistré. Il y avait un Français d'origine syrienne, qui était apiculteur en Syrie, qui faisait de l'élevage, c'est ça? Ah oui, il avait plusieurs centaines de ruches. Il inondait tout le Moyen-Orient en bon miel. Parce que la Syrie, elle, à l'époque, la Syrie a été détruite quasiment, mais à l'époque, elle protégeait ses apiculteurs. C'est-à-dire qu'elle ne permettait pas l'importation des miels étrangers, bon, du miel syrien, et elle ne pas les mélanges de miel. Chose qu'ici, on peut faire des mélanges de miel, on peut apporter tout le miel étranger qu'on veut. Les apiculteurs syriens étaient gâtés. C'est toujours la question, mais la vente de miel. Dans une économie libérale, on pourrait dire libérale, même si le produit est exceptionnel. Donc, c'est pas comme un autre produit courant. C'est à la fois quelque chose de sucré, donc qui a permis d'ailleurs l'apparition de la pâtisserie, et ensuite qui est un médicament, qui est utilisé pour se soigner aussi. Donc ça en fait un aliment spécial quand même. Du miel de Forbes, marocain.
Avec plaisir. Comme ça, tu vas voir la sensation dont je te parlais. Et ce qui est merveilleux dans l'apiculture, c'est que plus on s'intéresse à l'abeille, plus on arrive à prendre du recul, pas que sur l'abeille, mais les autres insectes. Voilà, le moindre gendarme, les grosses abeilles noires sauvages qui sont absolument magnifiques. Tous les autres insectes commencent à devenir fascinants. Et maintenant, à chaque fois que j'ai un collègue ou une autre personne qui va visiter notre pays, je lui dis, si tu vois des ruches, tu prends des photos. Si tu vois du miel, tu te le rembourses, sans problème. Ça, c'est bien, ça. Parce que c'est tellement intéressant de voir la pratique, de voir l'installation de ruchers, de voir aussi le miel tel qu'il est. Ce qui est intéressant surtout, c'est que quasiment les abeilles sont, entre guillemets, des mêmes parts, quasiment. Enfin, vivent de la même manière, quasiment. Et par contre, les humains qui ont décidé de s'occuper des abeilles ont une approche différente. Oui. Non, nous, dans la formation, est inclus une dégustation de miel. C'est une formation. Alors, je te laisse goûter ce miel de forme. Tu vas faire quelques secondes et tu vas voir que la gorge, d'un coup, va commencer à chauffer. C'est un miel de forme qui est une variété de cactus. Hein. Et lui-même est très bon, hein, quand tu le goûtes. Le miel lui-même est très bon. Et cette particularité en fait... il faut la dernière conférence, c'était le miel trésor de l'humanité. Le miel trésor inestimable. C'est le titre de la conférence. Et donc on parle des miels. Et on explique à chaque fois, moi quand je présente un miel, je présente toujours la fleur qui va avec. Que ce que tu viens de manger, c'est un miel qui donne une fleur. Hein. Donc c'est toujours important de visualiser la fleur qui a donné ce miel. Donc voilà, c'est les cactus, des vrais cactus, mais... C'est vrai que je sens en fait... Ça chauffe? Je sens que c'est... Oui. Tu vas sentir que ça a piqué un peu. Oui. Ouais, oui, il me fait que ça pique un peu. Ça pique. C'est le seul que je connaisse qui pique. Oui. Surtout dans le palais. Et là vraiment, je sentais descendre vraiment. Ah oui, parce que la santé de quelque chose, c'est le miel qui fait ça. Hein. Et c'est du miel, comme c'est pas qu'on a rajouté. Non, hein, c'est le miel lui-même, c'est le nectar lui-même qui est légèrement... Ah non, mais dans lequel tu peux être surpris. Mon frère qui va souvent en Italie, à Venise, me ramène des miels de la lagune de Venise. Donc les abeilles sont là, et ces abeilles vont utiliser des fleurs qui sont sur une lagune, hein, c'est donc la mer. Et donc tu te retrouves avec un miel qui contient du sel, tu goûtes, il est légèrement salé le miel. Oui. Des miels rares comme ça, enfin rares, je veux dire. Mais il est très demandé ce miel. Ouais, on fait plein de miel, hein. Et là, ça chauffe. Hein. Alors là, pour le coup, on a une belle collection de miel. Le dernier que j'ai acheté à la Foire de Paris, tiens, à la Foire de Paris. Oui. Le miel de café de Madagascar. Madagascar, c'est un pays... une immense richesse en termes de miel. Entre autres, il y avait aussi du miel de baobab, là, parce qu'ils ont des baobabs. Là. Mais j'aime beaucoup aller dans différents pays du monde pour aller justement rencontrer ces apiculteurs, qu'on ouvre la bouche avec eux, qui m'ouvrent un peu, qui me racontent comment ils ont appris, les rituels, comment ils fabriquent la ruche aussi. C'est que tout à fait au début, il y avait quelqu'un qui s'est lancé dans l'apiculture. Encore, on n'était pas encore en école ni rien, mais ce gars-là m'a toujours surpris parce qu'il a été formé avec nous à la SCA. Ensuite, il est parti dans le monde. Et je recevais régulièrement des nouvelles de lui. Il était en Égypte où il a passé je ne sais pas combien de temps pour rentrer avec les apiculteurs égyptiens. Il était dans un autre pays, et ainsi de suite. Je ne sais pas s'il est rentré définitivement là maintenant, mais il a fait ça. Il a fait ça. Il est allé Si voir. tu te rappelles de son prénom et de son nom, ça sera un plaisir. Je peux essayer de le contacter. Oui. Ouais. Donc, à chaque fois, je attendrai qu'il revienne pour lui dire viens avec moi dans les conférences pour présenter ce que tu sais. Mais ça fait un moment que je n'ai plus de nouvelles de lui. Mais il est allé comme ça, et donc à chaque fois quand j'avais de ses nouvelles, il était dans un pays différent. Hein. C'est passionnant. Tu as vu la série sur Arte, Les Maîtres des Abeilles C'est incroyable. Et souvent, quand sur une des conférences, tu expliques que différentes abeilles que tu as dans le monde, et donc là, mellifera qui sont un peu partout, en Australie, là, partout. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi elle est partout, cette abeille? Bizarre quand même, non? Elle est originaire plutôt d'Europe et d'Afrique, ou d'Afrique du Nord, mais elle n'est pas originaire des États-Unis ou d'Australie ou ailleurs. Et la réponse, c'est les colonisations. Les colonisateurs qui ont emporté avec eux ces abeilles. Parce que sur place, ils n'avaient pas une abeille aussi performante, donc ils amenaient avec eux leurs abeilles. Ouais. Et tout de même, imagine un peu le trajet avec des colonies d'abeilles dans un bateau pour aller d'un pays à un autre, de l'Europe en Amérique. Ça se fait pas en 2 jours quand même. Comment ils ont fait? Ils Oui, ils ont dû les nourrir aussi. Donc déjà le principe de nourrissement devait être connu. Avec quoi est-ce qu'ils nourrissaient? Ils ont... Donc oui, il y a la colonisation qui a la capacité d'expansion, la capacité d'adaptation également de la piscinifera. C'est vrai que l'Amérique du Sud en souffre parce qu'ils ont la mélipone
C'est l'ancienne abeille des Mayens, hein, donc c'est une abeille extraordinaire, hein, sacrée elle, pour le coup. Mais elle est moins recherchée parce que d'une part elle est moins performante que la mellifera qui elle cire et miel en grande quantité. Mais surtout la mélipone, du fait du climat, a un miel qui contient beaucoup d'eau. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas de miel de mélipone ici. C'est un miel qui ne s'exporte pas. Donc voilà, et dans tous les pays tropicaux où il y a un climat tropical, évidemment les abeilles ont du mal à réduire la quantité d'eau dans le miel. Donc ça se conserve difficilement. Mais c'est vrai que la mellifera a plu à tous parce qu'elle était performante, elle est ultra performante. C'est la plus performante, c'est certain. Et pourquoi tu penses que l'Apis mellifera est donc venue d'Asie, mais est-ce que tu penses qu'elle est venue via l'Europe ou via l'Afrique? Il y a peu de courants. Ouais. Bon là, tu as vu qu'il y a des courants en fonction de l'époque glaciaire, hein, Oui. voilà, qui a fait que s'est placé, les glaciers sont arrivés, ça a figé les déplacements, parce qu'on ne pouvait plus se déplacer, et donc c'est là que sont apparues les différentes, soit espèces, soit races, en fonction de ça. Après ça, c'est un sujet, bon, quand tu es pensé là-dessus, après c'est quelque chose dont je ne parle pas dans les conférences, parce que c'est compliqué. Dès que tu présentes, voilà, déjà que faut être très simple sur ce sujet. Et d'autres, tu peux te permettre d'aller plus loin, mais là, il faut être très simple. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils ont réussi à comprendre comment ça s'était produit, le fait que ces abeilles qui étaient originaires d'un endroit qui se sont déplacés, comme tu viens de le dire, et qui à un moment donné ont été bloquées par les glaciers, c'est parce qu'elles duré quand même assez longtemps, et que des nouvelles espèces, de nouvelles races sont développées localement. C'est de voir, même les travaux actuels pour l'agriculture, tu me disais que tout à l'heure que c'était pour une discipline qui était figée, mais il y a des travaux de Jean Riondel avec deux de ses acolytes, dont celui qui était décédé, qui avec cette nouvelle manière de voir l'intérieur de la ruche, avec c'est la ruche. Bon, en fait, celui qui est décédé, c'est la partition. Basse consommation, c'est l'ensemble. Et la partition haute, la partition chaude, c'est lui qui l'a vraiment mis au point. Non, mais ça nous inspire. Et ils ont raison. Tu sais, c'est simple. À partir du moment où l'abeille va mal, on essaie de s'interroger, de mieux comprendre ce qui ne va pas et donc trouver des solutions. Pendant longtemps, l'abeille était en pleine forme, donc ils l'ont retiré des troncs d'arbres où tu avais l'arbre qui faisait quand même l'épaisseur autour de la colonie d'abeilles faisait 14 cm minimum, hein, c'est grave. Pour les mettre dans des ruches où c'est vraiment quand même assez fin, nos ruches. Tant que ça allait bien, elle tenait le coup. Maintenant ça le faiblit, qu'elle va mal, elle tient moins le coup dans ces ruches-là. Et donc, effectivement, ils ont fait la ruche basse consommation qui permet d'assister sur l'approche thermique de leur vie. Elle va mal l'abeille, hein. Mais bon, tu as vu qu'il faut lire beaucoup, ça il faut le dire. On propose, quand ils viennent chez des livres ou d'acheter des revues, parce que c'est indispensable quand tu te formes, tu es obligé de lire beaucoup. Et en partant, je te montrerai justement ce livre qui est sorti il n'y a pas longtemps sur la communication des abeilles, qui refait le point un peu sur tout ce qu'a fait Karl von Frisch et puis d'autres choses. C'est pour ça qu'on le fait goûter en dernier, ce livre. Parce qu'une fois que tu le goûtes, après c'est embêtant de goûter un autre, parce que tu as quand même le côté piquant qui reste. Comment ça s'appelle cette œnologie du miel? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, non. Je trouvais des noms, mais en fait, c'était pas des noms vraiment parlants. Pour le vin, il y a eu tout un vocabulaire, tout un discours, toute une science qui s'est installée pour mieux le décrire, pour mieux dire ce qu'on ressent. Pour le miel, ça n'existe pas. C'est très léger, c'est à la marge, c'est pas. Pourquoi pas Pour les parfums aussi, moi justement, j'ai toujours été étonné lorsque les personnes te parlent du vin, mais aussi ils parlent des parfums. À Lima, il y avait une expo qui s'appelait Parfums d'Orient, et donc il y avait des parfumeurs qui venaient, dont un qui était assez exceptionnel, qui travaillait avec des parfums naturels. On était allé à son atelier. La manière dont il parle, dont il décrit les parfums, avec les mots qu'il utilise, rien que ça, tu te dis, franchement, bravo. Tu applaudis, quoi, c'est magnifique. En fait, il n'y a pas ça pour le miel. Ça serait intéressant de le créer, ça. Créer. Ça a été créé, c'est-à-dire, c'est des mots, c'est du vocabulaire. Comment tu les assembles et comment tu les mets en avant pour pouvoir dire ceci ou cela. Et ça manque pour le miel, c'est certain. On doit pouvoir le faire. Tellement on s'y consacre, je ne vais pas le goûter. Je ne connais pas de miel japonais qui ait une particularité extraordinaire. Le miel de forme, oui, ça c'est rare. Le miel de Venise, de Lagune, oui, ça c'est des trucs. La Nouvelle-Zélande, moi j'ai mes voisins du dessus dont la famille, ils viennent de Nouvelle-Zélande et qui m'ont ramené un petit pot de miel. Manuka. De Manuka, voilà, exactement. Parce que après, il y a pas mal aussi de. Mais le Manuka étant coûter très cher, il y a pas mal de
faux miel de Manuka aussi. Donc là, Ouais. on était sûr de voir. Ce qui s'est passé pour le miel de Manuka, d'abord, ça a été une opération commerciale dingue, énorme. Ils ont vraiment réussi l'opération commerciale. Et c'est vrai que tu as raison, maintenant, la Nouvelle-Zélande vend plus de miel en produit. Oui. Voilà. Plein de faux miel de Manuka qui circulent. Mais au départ, ils ont décelé dans la plante qui donnait ce miel-là, et les fleurs, ça s'appelle l'arbraté, c'est comme ça que ça s'appelle, une substance qui était qu'on ne trouvait pas dans les autres miels, qui était apportée par la fleur. Ouais, Oui, bon, en fait, il y a des numéros qui t'indiquent la quantité de cette substance dans le miel. Mais le nom, je l'ai plus en mémoire. Et donc, en insistant en disant oui, il y a une substance extraordinaire qui permet entre autres d'avoir un miel antibactérien ou qui agit sur l'immunité, ça a permis derrière de développer un truc commercial. Mais dernièrement, ils se sont intéressés à ce miel. Et quand je dis dernièrement, c'est il y a quelques années seulement. Et ils ont constaté que le miel de châtaignier était aussi performant. Notre bon miel de châtaignier d'ici est aussi performant que le miel de Manuka. Donc derrière, il y a une approche commerciale. Beaucoup de miels comme ça qui sont recherchés, qui sont chers et tout, il y a derrière une approche commerciale. Ce n'est pas nécessairement un miel qui a soi-disant un côté extraordinaire. Souvent, on pose la question dans la conférence, quel est le meilleur miel? Voilà. Ou quel est le meilleur miel du monde? Décrivez-nous un bon miel. C'est simple, le meilleur miel, c'est le miel que vous aimez, c'est ce que je leur dis. Vous avez un vrai miel, évidemment. Vous aimez, vous adorez ce miel. Pour vous, c'est le meilleur miel, c'est tout. Il n'y a pas un meilleur miel du monde, ça n'existe pas. Mais oui. Par contre, commercialement, c'est différent. Tu achètes un miel du Yémen, ça coûte cher. Mais derrière tous les miels chers, il y a une histoire. Le miel de Manuka, ils ont créé une histoire. Une histoire avec un produit. Tu crées une histoire et tu vends l'histoire. Le miel est aussi bon que le miel de châtaignier d'ici. Ça, il faut le dire, justement, de façon à ne pas se faire avoir. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu fais, c'est bien parce que tu fais partie de ceux qui approfondissent, augmentent, agrandissent vraiment tout ce qu'on peut apprécier, connaître et tout au sujet du miel, des abeilles. Et ça, c'est important. Alors, on a j'ai la même ambition que toi, on est un peu là. Tu comprends qu'il y a tout un connaissance qu'on a à travers les livres, mais moi, cette courroie de transmission, pour qu'ensuite des personnes arrivent vraiment à comprendre et parce que c'est prennent le relais. Et prennent le relais, tout à fait, oui. Bien d'accord, c'est ça. C'est juste la quantité, la masse d'informations est très difficile à ingurgiter, donc il y a besoin de ces personnes qui essaient de comprendre dans cet ensemble-là, faire un peu le tri en me disant qu'est-ce qui peut être utile ou pas avec la pratique. Tu me disais qu'il a fallu à peu près 5 ans pour toi et justement de l'apiculture, l'école d'apiculture urbaine, pour essayer de comprendre ce qui est mieux qu'autre chose, pour ensuite arriver à dire bah voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va transmettre. C'est tout ça la question, parce que tu peux pas dire à une personne qui veut commencer l'apiculture en disant alors, il était une fois et tu racontes vraiment toute l'histoire, c'est pas possible. Parce qu'ils veulent, eux, ils veulent vraiment complètement pratiquer et commencer avec du concret. Ils ont besoin de dire bah, comment j'oriente mes ruches, où est-ce que je mène mes ruches, avec quel type de ruche je commence. Il faut être simple tout en il faut une consigne, quoi. Oui, voilà, c'est une consigne, oui. Mais vraiment, cette partie, c'est ce que je fais quand j'ai des formations dans mon travail, c'est de se dire il faut qu'on définisse les cas d'usage en fait. Les cas d'usage, en tant qu'apiculteur, de quoi moi, en tant qu'apiculteur, j'ai besoin en termes de connaissances. C'est ça que j'ai cru comprendre. Tu es dans le domaine de la formation, même sur le plan professionnel. Oui, je fais la partie conception de formation. En fait, je travaille dans le monde du conseil pour des entreprises. Mais c'est fascinant en fait. Il y a des disciplines parfois où tu te dis, quand tu es dedans, en fait, c'est très bien, mais tu as cette curiosité également. Tu as besoin que ça soit vaste. Et là, ça s'adresse à tous les types de personnes. Des personnes qui ont un niveau intellectuel, ou simplement d'autres personnes, des chercheurs ou autres. C'est ça qui est fascinant. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Parce qu'on reste des enfants super spécialistes, chercheurs de je sais pas quoi. C'est le même sujet quasiment, et tu peux t'adresser à une variété de personnes incroyables. Et dans la conférence, je leur dis, vous allez rentrer dans un monde qui est incroyable, qui est immense, qui est formé. Enfin, je veux dire. Là, ce qu'on peut observer. C'est... Alors que tu parles de l'énergie nucléaire, ou de l'électricité, ou de chimie aux enfants, ils ont du mal à comprendre. Ils se disent, c'est trop. Ça leur parle pas. Ça leur parle pas. Tu vois une abeille qui butine une fleur, là, l'enfant est fasciné. Non, c'est certain. Et le sent, toi qui es du enfant, j'ai pas eu encore l'occasion, j'ai ça en tête, de le faire pour les écoles. Alors ça, c'est pour dire nous on l'a fait. Oui. Et dans le métier que nous faisons, si tu veux, il y a un métier pour ça. Il y a quelque chose pour ça. Les enfants, c'est particulier. Ouais. C'est pas compliqué, hein, mais je veux dire,
il y a une approche qui est différente. Tu leur présentes les choses d'une certaine manière, tu les prends en charge d'une certaine manière. Voilà, tu ne peux pas te permettre. Parce que l'enfant, d'abord 7 ans, en dessous de 7 ans, c'est toujours un peu embêtant. 7 ans, il commence à comprendre enfin, les choses et les retenir, c'est déjà bien. Et puis après, comment tu les intéresses, et c'est pas tout à fait comme les adultes.